Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par introduire et tenter de borner un petit peu ce sujet complexe autour des écritures et médiations du vivant. Mais tout d'abord, merci à Graphéine d'avoir eu l'idée de cet événement et merci à nos invités d'avoir accepté de se prêter au jeu de cette rencontre. Comme on vient de le voir dans le documentaire Des êtres à la cime, Marion, Clairvy et Angélique ont passé 5 semaines dans les Pyrénées à explorer comment vivre en harmonie avec le vivant face aux défis écologiques actuels. Là-bas, elles ont rencontré Jean-Paul, Sarah et Diane, qu'elles ont emmenés avec elles dans leur ascension des cimes. Et tous trois sont engagés dans une approche différente pour prendre soin du vivant, à travers le fait de réparer, préserver ou anticiper. Leur passion inspire les autrices et nous inspire aussi à repenser notre relation au vivant, en soulignant l'importance du collectif dans la création d'un avenir durable, où l'humanité coexisterait harmonieusement dans le vivant auquel elle appartient. Quant à Gilles Rabiot, dont nous nous trouvons au milieu des œuvres, eh bien les arbres, c'est un peu l'histoire de sa vie. De sa vie de famille, parce que dans son arbre généalogique, son père et son grand-père avant lui étaient ébénistes. De sa vie professionnelle aussi, puisqu'il ne changera pas de branche et la dédiera à la création et la fabrication de mobilier contemporain. Puis de sa vie d'artiste, dans laquelle il consacre davantage de temps, depuis la retraite, à dessiner les arbres dans leurs moindres détails, comme on peut le voir. Autant dire qu'il a passé sa vie avec les arbres. Quand il créait des meubles en bois, ce sont des arbres morts qui lui permettaient de gagner sa vie. C'est pourquoi aujourd'hui, reconnaissant, il leur rend hommage en immortalisant des arbres bien vivants. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, à travers les écritures en présence, scénaristiques et audiovisuelles pour Marion et Clairvy, puis graphiques pour Gilles et Graphéine, ce sont les différentes manières de chacun, chacune, d'aborder le vivant. Alors l'objectif que j'ai imaginé pour structurer un petit peu cet échange est d'interroger les représentations que génèrent ces narrations du vivant dans nos inconscients collectifs. En somme, il va s'agir de questionner comment on construit et comment on s'inscrit dans ces nouveaux récits, comment on écrit le vivant et comment ces récits nous façonnent en retour. Pour ce faire, je vais quand même prendre une douzaine de minutes pour dérouler quelques pistes en promettant, ou en tout cas en essayant de ne pas être plus longue. Dans un premier temps, arrêtons-nous un instant sur les mots qu'on a coutume d'entendre quand on parle du vivant. On évoque souvent la nécessité de conserver, on parle de conservatoire, de réserve, de prévenir les disparitions d'espèces, de préserver la biodiversité, de protéger, de sauvegarder, etc. Comme si on décrivait un vivant qui n'en finissait plus de mourir en quelque sorte. D'une façon qui pourrait sembler assez provocante, cette terminologie me renvoie à l'image d'une mise sous cloche de la nature pour la préserver, derrière une vitre, derrière des barrières, derrière des limites où on ne pourrait plus la toucher sous peine de l'altérer, de la faire courir à sa perte. Un peu comme s'il fallait s'empresser de patrimonialiser, de sanctuariser cette essence vitale et fragile, de la muséographier avant sa mort annoncée. Mais alors, est-ce qu'il ne serait pas plus juste de parler de nature morte ? Évidemment, c'est bien que ce n'est pas aussi simpliste et cynique que je m'amuse à le dire, mais c'est tout de même intéressant à questionner, il me semble. Si ce qui n'évolue plus est ce qui est mort, il faudrait distinguer existence et vie. Il faut dire que souvent, ce qu'on conserve existe, mais ce n'est plus vivant, comme les sardines ou les corps dans le formol, par exemple. Ou plus sérieusement, les langues mortes, comme le latin, existent, par opposition aux langues vivantes, et possèdent leur utilité, alors que d'autres disparaissent tout simplement, elles et toutes les richesses de leurs imaginaires, avec le dernier locuteur. Puis au risque d'énoncer un truisme, vivre, c'est toujours mourir un peu, dit-on. Alors, autre la palissade, est-ce que la nature même du vivant n'est pas justement de mourir ? Comment prendre soin du vivant si on a une représentation erronée de la nature ? Eh bien, les mots et les représentations qu'ils induisent sont fondamentaux. Parce que considérer le vivant comme figé, par exemple, c'est penser que le monde n'est pas en train de changer. Et s'il est vrai que l'idée de la perte ou de la disparition sont flippantes et anxiogènes, le conservatisme semble lui dénoter cette peur du changement. À ce propos, revenons un instant sur d'autres choix sémantiques et lexicaux pour parler du vivant, avec les mots en re, comme dans Revival, réparer, revitaliser, réintroduire, réinventer, retrouver l'harmonie, repenser, etc. Est-ce que c'est pas un petit peu étrange de penser l'avenir dans la répétition ou le retour à un état antérieur ?
Puisque ce qui est vivant ne peut pas retourner à son état d'origine une fois mort, envisager l'avenir à travers le retour en arrière, est-ce que ce n'est pas un peu antinomique? C'est comme si on mettait du sirop de grenadine dans l'eau et qu'on espérait pouvoir retrouver l'eau dans son état initial. Eh bien, c'est impossible, parce que la pagaille générée par le nouvel élément est irréversible. Le gros mot pour expliquer ça, c'est le principe d'entropie, si ça vous intéresse. Bon, si on se réfère à la théorie de l'évolution de Charles Darwin, dans une vision circulaire du temps et du vivant, le vivant ne devrait pas disparaître, mais se recomposer à partir des espèces qui se seront le mieux adaptées. Après tout, après l'extinction des dinosaures il y a 66 millions d'années, la vie a poursuivi son cours sur Terre. Dans la forêt de la Massane, qu'on peut voir dans le documentaire, un arbre meurt et son absence laisse désormais passer le soleil, permettant à d'autres espèces de hêtres d'éclore, comme le racontait Claire Vie. Oui, mais quand même. Lorsque des espèces disparaissent à force de les transformer en manteaux de fourrure et autres produits destinés à satisfaire nos compulsions consuméristes et à faire déborder nos déchets, quelles sont les conséquences de cette réduction de la diversité, notamment sur les imaginaires? La biodiversité se dégrade, quantitativement et qualitativement, tandis que nous perdons l'habitude de prêter attention à sa présence. Nos printemps sont de plus en plus silencieux, notamment en zone urbaine. En 30 ans, 30% des oiseaux ont ainsi disparu des villes et des campagnes françaises. On parle aujourd'hui de la 6e extinction de masse du vivant. La première à être provoquée par une seule espèce, l'humain, et ce, à un rythme extrêmement rapide, du jamais vu. Quant à l'anthropocentrisme, il est particulièrement observable dans la culture occidentale, au travers de son ontologie naturaliste, où l'humain s'est longtemps considéré comme différent de, voire supérieur à la nature, du fait de sa cognition, le cogito ergo sum cartésien, construisant ainsi un mur entre vivant humain et vivant non humain. En réalité, il me semble qu'on continue majoritairement de se percevoir comme étant très séparés des autres vivants dans ce dualisme qui oppose toujours nature et culture. Et je ne parle même pas de l'égocentrisme qui fait que parfois, on manque même d'empathie pour nos semblables quand on les exploite pour accroître la productivité et la rentabilité dans le travail, en faisant fi de leur santé par exemple. Alors le vivant, c'est encore un autre niveau d'empathie. Et puis, est-ce que notre façon très humaine de s'agiter et de vouloir intervenir tout le temps partout, même si c'est pour bien faire, ne fait pas un peu de nous l'espèce de la toute-puissance? Comme si on cherchait toujours à maîtriser le vivant auquel on appartient. On essaie de réintroduire des bouquetins, des milans, on plante des arbres par-ci par-là, etc. Mais agir, c'est forcément avoir un impact sur un système qui n'est pas figé, en ignorant les conséquences qu'on génère sur son évolution. Alors que dans ce cas, il faudrait peut-être seulement laisser faire. Désormais, on est clairement à l'ère de la capitalocène. Capitalisme, capital. Entre aliénation et accélération, là où la vitesse de la modernité et le changement perpétuel entraînent un sentiment de perte de connexion avec le monde sensible, où les individus se sentent étrangers les uns aux autres, voire détachés de leur environnement ou d'eux-mêmes. L'accélération sociale, technologique et économique contribue à cette aliénation en rendant difficile pour les individus le fait de vivre en harmonie avec leur environnement. On veut tout de suite et aucune frustration. On est accro au shoot de dopamine. Gilles me racontait qu'il avait passé sa vie à répéter à ses clients pressés que les arbres avaient mis 80 à 100 ans pour pousser, alors que les meubles qu'il devait leur livrer n'étaient plus à un jour près pour s'installer chez eux. Par opposition à cette frénésie de la société de consommation et au très humain culte de la performance, l'osium, ou le loisir fécond, représente une vraie alternative. Gilles s'ancre dans un temps pour dessiner les arbres, dans un temps long. Et c'est aussi dans cette temporalité parallèle que peut avoir lieu l'immersion introspective de 5 semaines de Clairvy, Marion et Angélique dans les Pyrénées. Loin du tumulte. Leurs postures sont en quelque sorte des invitations à penser et habiter autrement, dans un temps plus naturel, à un rythme plus lent. En outre, la pandémie de Covid a bien démontré qu'on était capable de ralentir et que toute urgence devenait alors très relative. À ce propos, dans Exercice d'observation, Nicolas Nova nous invite lui aussi à retrouver l'art presque perdu de remarquer, de rafraîchir le regard et à cultiver une sensibilité au monde, aux êtres et aux choses qui le composent.
parce qu'observer, c'est ralentir, dit-il. Travailler son attention perceptive au monde, ça s'apprend et ça se cultive, selon lui. Il propose de devenir explorateur et exploratrice de l'infraordinaire. Et c'est vrai que dans nos vies frénétiques, on oublie parfois d'apprécier cette beauté du quotidien. Alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir inventer de nouveau sous le soleil pour cesser de tout abîmer comme on le fait déjà? Est-ce qu'on cherchera à trouver le bonheur dans ce qu'on possède déjà? D'ailleurs plutôt dans un rapport de non-possession et de non-appropriation? Est-ce qu'on devra rêver plus proche? Eh bien on devra en tout cas apprendre à transformer et à repositionner nos regards. Mais comment faire? Tout ça suppose la création de nouveaux imaginaires et de nouveaux référentiels, et ce sont ces nouvelles écritures qu'on va tenter d'interroger plus en détail avec nos trois invités. Parce qu'habiter le vivant de façon responsable, c'est anticiper pour transmettre un futur habitable aux générations à venir, et ça passe aussi, je dirais même surtout, par l'évolution des imaginaires et par le fait de changer de système de représentation. Peut-être aussi par commencer à raconter des histoires moins manichéennes et plus complexes, où il serait question de symbiose plutôt que d'opposition. Sortir des forêts dangereuses avec le vilain méchant loup, par exemple. Puis on parle souvent des crises comme quelque chose de très négatif qui sort de l'ordinaire, mais le changement qu'elles portent est intrinsèque à l'évolution et au vivant. Ce qui signifie qu'en fait, habiter le monde, ça pourrait être aussi intégrer sereinement ces crises et toutes les formes de transition inhérentes à la vie. Sans que, bien sûr, pour autant, le fait de s'adapter devienne un prétexte à l'immobilisme des gouvernants pour maintenir le système néolibéral actuel et ses conséquences désastreuses. On échangeait il y a peu avec Yves Armel-Martin, un collègue du Bureau des Possibles, qui parlait de l'intérêt de créer de nouveaux rituels festifs pour rassembler le collectif dans le vivre ensemble. De célébrer la fête des tentures par temps caniculaire, ou la fête des bougies durant les potentielles pénuries d'électricité, par exemple. Ça n'a pas grand-chose à voir directement avec le vivant, mais ça fait réfléchir sur la manière de construire de nouveaux récits pour habiter de façon moins anxiogène les transitions qui nous attendent. En somme, ça rejoint un peu notre sujet de ce soir. Et pour finir, avant de passer la parole à nos trois invités, on pourrait dire que quiconque ici produit des identités visuelles, des stratégies de communication, des documentaires, des images et des narrations de manière générale, pourra s'interroger et nourrir la discussion sur les conséquences sur les imaginaires et sur les comportements, des signes qu'on produit et qu'on balance dans la société. Un UI/UX designer qui travaille sur l'expérience utilisateur, par exemple, base et centre son approche sur l'humain, mais souvent, il ne prend pas en compte le vivant, ce qui a pour effet d'isoler l'humain du reste de son environnement. Ce que je veux dire, c'est que si on ne change pas les récits et par extension les représentations, il y a fort à penser que nous n'habiterons pas le changement, mais que nous le subirons, quoi qu'il arrive, tôt ou tard. Voilà. À présent que j'ai déroulé ce petit fil conducteur dans le vaste sujet du vivant, je propose de poursuivre avec quelques questions pour Gilles, puis pour Marion et Clairvy, avant de donner également la parole au public et de revenir sur ces questions macro qui nous animent autour des écritures et représentations.